Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans cette situation, je klaxonne. Oui, réponse A, non, réponse B. Je m'engage. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors là, on est dans une situation, on est sur une rue à double sens. Donc on voit une voiture blanche en feu de détresse et derrière une Twingo qui la dépasse. Alors je sais, vous allez me dire, mais la Twingo n'a pas le droit de dépasser la voiture blanche en détresse parce que c'est une rue à double sens et que moi je suis dans l'autre sens et que c'est une situation dangereuse. Oui, c'est vrai, mais c'est des situations qui se passent en situation réelle. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation ? Surtout, on ne klaxonne pas. Pourquoi ? Parce qu'on est en agglomération et qu'il est interdit de klaxonner en agglomération sauf danger imminent. Sauf danger imminent. Et ici, c'est pas un danger imminent parce qu'on peut tout simplement s'arrêter, laisser passer la voiture qui dépasse et ensuite reprendre son chemin. Donc ici, bien sûr, je ne m'engage pas, je laisse la voiture dépasser la voiture en feu de détresse et ensuite, je continuerai mon chemin. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 2. Le temps de réaction est de 1 seconde dans un état normal. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce que le temps de réaction ? Le temps de réaction, c'est le temps que vous allez mettre entre le moment où vous percevez un danger, par exemple ici le piéton, et le moment où vous allez agir, par exemple ici freiner. Alors, ce laps de temps est de 1 seconde pour tous les individus dans un état normal. À quoi il correspond de manière exacte ? Tout d'abord, la perception d'un danger. Ensuite, l'analyse du danger. Dans un troisième temps, une prise de décision va être faite. Et ensuite, vous allez agir. Par exemple, ici, freiner. C'est ce qu'on appelle le PADA. C'est un bon moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. Dans cette situation, réponse A, je ralentis. Réponse B, j'accélère. Alors là, tu vois, on s'approche d'un passage à niveau. Donc, effectivement, on s'approche d'un passage à niveau, donc le feu peut s'allumer à tout moment. Donc, je ralentis au cas où si le feu s'allumerait et qu'un train passerait à ce moment-là. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 4. Le panneau de forme triangulaire indique un danger permanent. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, comme tu le vois ici, le panneau de danger qui annonce un Dodan ou Cassis est sur fond jaune. Donc, un panneau de danger sur fond jaune indique un danger temporaire. Si ça avait été un danger permanent, alors ce même panneau aurait été sur fond blanc. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 5. Des enfants se trouvent sur le trottoir de droite. Je ralentis? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais des appels de feu stop. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, dans cette situation, on a donc à droite un groupe d'enfants. Et aussi, regardez bien, hein, sur le rétroviseur, on a une voiture derrière nous qui est quand même assez proche. Alors, je pense que tu sais que les usagers de la route ont des zones d'incertitude différentes. Alors, c'est quoi une zone d'incertitude ? Une zone d'incertitude, en fait, c'est la probabilité de présence d'un usager à un moment donné. Alors, tu vois par exemple, un homme adulte va avoir à peu près une probabilité de présence, on va dire, d'1 mètre autour de lui. Hein, alors, il peut par exemple se décaler un peu à gauche quand il marche, de trébucher un peu à droite, ou même reculer parce que je sais pas, il a vu un chat ou un chien. Voilà. Mais il va rester sur à peu près un cercle d'une circonférence de d'1 mètre. Alors qu'un enfant, lui, il aura une zone d'incertitude beaucoup plus grande, parce que vous connaissez les enfants, un rien peut porter leur attention, et donc en même pas une seconde, ils peuvent se retrouver à 2-3 mètres de vous. Donc un enfant, il aura une zone d'incertitude beaucoup plus grande que celui d'un homme adulte. Un enfant, une zone d'incertitude, c'est à peu près 2 à 3 mètres. Alors que par exemple, une personne âgée, elle aura une très petite zone d'incertitude, parce qu'elle aura beaucoup moins de capacité pour se déplacer. Voilà pour la zone d'incertitude. Donc effectivement, j'arrive dans une zone où il y a des enfants, usagers avec une grande zone d'incertitude, donc je ralentis. Ensuite, est-ce que je fais des appels de feu stop ? Alors, n'oubliez pas, hein, les appels de feu stop, c'est quoi ? Les appels de feu stop, c'est quand on appuie de manière répétée sur la pédale de frein, parce que quand tu appuies sur la pédale de frein, les feux stop derrière s'allument, et donc ça prévient les usagers derrière, ici par exemple, la voiture qui est derrière nous sur le rétroviseur, ça la prévient qu'il y a un danger qu'elle ne voit pas. Donc les appels de feu stop, ça sert à ça. Ça sert à prévenir les gens derrière toi qui, eux, ne voient pas le danger, de leur dire « Hé, là, il y a un danger qui arrive devant vous. Je vous préviens avec les appels de feu stop. » Donc ici, c'est très très pertinent de faire des appels de feu stop. Donc les bonnes réponses à cette question sont les réponses A et C. Question numéro 6. Ce bouchon est celui du réservoir. Réponse A, du liquide de refroidissement. Réponse B, d'huile. Réponse C, du liquide de frein. Réponse D, du liquide lave-glace. Alors ici, ce que vous voyez, c'est le bouchon du réservoir du liquide lave-glace. Alors comment on le reconnaît, comment on le différencie par rapport aux autres bouchons ? Lorsque vous ouvrez le capot, vous allez voir que vous allez avoir accès à 4 réservoirs. Alors, ce qu'on vient de voir, donc le réservoir
du liquide lave-glace, avec en général un bouchon bleu et des lave-glaces, avec un petit pictogramme de lave-glace dessus. Ensuite, vous avez le bouchon du liquide de refroidissement qui est en général est noir, avec un pictogramme dessus. Alors, ce qui est bien, c'est que ce pictogramme que tu vois dessus, ça correspond au voyant qu'il y a sur ton tableau de bord. Et ça, c'est quoi comme voyant ? C'est le voyant qui indique que tu as un problème de refroidissement dans le véhicule. Ensuite, tu as le bouchon du liquide de frein. Le bouchon du liquide de frein, il est ici. En général, il est noir avec des pictogrammes jaunes. Et regardez ce qu'il y a comme pictogramme. Ce pictogramme, c'est quoi ? C'est le voyant qui s'allume dans ton tableau de bord quand tu as un problème de liquide de frein, justement. Avec un point d'exclamation à l'intérieur pour dire qu'il y a un problème, tout simplement. Et enfin, tu as ici le bouchon du réservoir d'huile, d'accord ? Et regarde le pictogramme qu'il y a dessus, c'est le voyant qui s'allume sur ton tableau de bord lorsque tu as un problème d'huile moteur. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît quel bouchon appartient à quel liquide et quel réservoir. Donc ici, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse D. Question numéro 7. Le bus quitte son arrêt. J'ai la priorité sur le bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que tu saches que lorsqu'un bus manifeste son intention de quitter son arrêt en mettant son clignotant, alors il devient prioritaire. Donc, il faudra le laisser passer. Par exemple, ici dans cette animation, le bus a mis son clignotant. Je dois d'abord le laisser intégrer la chaussée, car il est prioritaire. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 8. Mélanger l'alcool et les médicaments permet d'être plus vigilant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, bien sûr, déjà, l'alcool en lui-même va diminuer votre vigilance, mais si vous couplez l'alcool à des médicaments, ça va avoir encore plus d'effet sur votre vigilance et vous allez avoir moins de vigilance. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 9. La consommation d'alcool A. Augmente l'acuité visuelle. B. Diminue le champ de vision. Alors, j'aime beaucoup cette question parce que tu vois, ça va nous permettre de réviser des notions très importantes et que souvent les élèves n'intègrent pas assez. Alors, on va revenir sur deux choses, l'acuité visuelle et le champ de vision. Alors, déjà, on va commencer par l'acuité visuelle. Alors, c'est quoi l'acuité visuelle ? Donc, l'acuité visuelle, c'est la capacité de discerner un objet à une certaine distance. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, c'est le test que vous faites quand vous allez chez l'ophtalmo et qui vous demande de lire des lettres de plus en plus petites. Voilà. Ça, c'est l'acuité visuelle. Ensuite, on a le champ visuel. Alors, le champ visuel, c'est quoi ? En fait, c'est la portion de l'espace qu'on voit, soit avec un œil, soit avec les deux yeux.
En général, quand on parle de champ visuel, on parle de champ visuel binoculaire, qui est pour un être humain à peu près de 120 degrés à l'arrêt. Alors, en général, l'alcool a pour effet de réduire et le champ visuel et l'acuité visuelle. Donc, ici, la bonne réponse sera la réponse B. Donc, la consommation d'alcool diminue le champ de vision. Question numéro 10. Ma voiture tombe en panne sur autoroute. Je me place sur la bande d'arrêt d'urgence le plus rapidement possible. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, question très intéressante parce que vous faites beaucoup d'erreurs dans ce cas précis. Alors, c'est quoi la procédure lorsqu'on tombe en panne sur autoroute ? Donc, lorsque vous tombez en panne sur autoroute, vous devez absolument le plus rapidement possible et en sécurité bien sûr, vous mettre sur la bande d'arrêt d'urgence. Ça, c'est le point numéro 1. Ensuite, bien sûr, mettre ses feux de détresse. Et une fois que c'est fait, c'est de sortir du véhicule, mais attention, du côté droit, c'est-à-dire du côté de la glissière de sécurité, pour pouvoir se mettre derrière la glissière de sécurité. Et donc une fois que vous êtes derrière la glissière de sécurité, là, vous pouvez appeler les secours ou un dépanneur, par exemple. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui posent plein de questions. Alors, c'est normal, hein, j'ai pas mal d'élèves. Et la question principale que vous dites, c'est « Bah oui, mais si je tombe en panne sur la voie de gauche ?» Alors, je vais vous dire, c'est possible, hein, c'est possible, mais c'est rare. Pourquoi c'est rare ? Vous êtes sur autoroute à 130 km/h. Donc, si votre voiture tombe en panne, vous allez bien savoir qu'elle tombe en panne. Hein, par exemple, vous n'allez plus pouvoir appuyer sur l'accélérateur. Voilà, vous allez le sentir. Donc, 130 km/h, vous allez avoir assez d'élan pour pouvoir rejoindre la bande d'arrêt d'urgence. Hein. Surtout, faites pas la bêtise de rester sur la voie de gauche. Pourquoi ? Parce que c'est la mort assurée. Hein. Les gens, ils vont pas vous voir. Ils roulent à 130 km/h. Ils vont vous taper à 130 km/h. Hein. Donc, ne faites jamais ça. Ne restez jamais sur la voie de gauche ou la voie du milieu. Autre chose, il y a beaucoup d'élèves qui disent, t'as oublié un truc. Là, je leur dis, mais qu'est-ce que j'ai oublié ? Dites-moi. Il fait, t'as oublié le triangle de présignalisation. Il faut mettre le triangle de présignalisation. Eh bien, non. On est sur autoroute. Il est strictement interdit de mettre un triangle de présignalisation 30 mètres en amont du véhicule. Pourquoi ? Parce qu'il est tout simplement interdit de circuler à pied sur autoroute. C'est interdit. Hein. Donc, on ne met jamais de triangle de présignalisation lorsqu'on est en panne sur autoroute. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 11. Je viens d'avoir mon permis en conduite accompagné, dite apprentissage anticipé de la conduite. Ma période probatoire est de réponse A, 3 ans, réponse B, 2 ans. Alors, c'est une très bonne question parce que vous faites souvent des erreurs. Alors, pour avoir son permis, il y a 2 grands moyens. Tout d'abord, vous avez le permis normal, hein, que vous obtenez en allant dans une auto-école et en prenant des leçons de conduite avec un moniteur auto-école. Et puis, vous avez la deuxième solution, qui est la conduite accompagnée. Cependant, la conduite accompagnée, c'est juste une méthode pour avoir son permis. Parce qu'il existe plusieurs types
de conduite accompagnée. Il existe la conduite accompagnée dite supervisée. Avec ce type d'apprentissage, la période probatoire est de 3 ans. Ensuite, vous avez la conduite accompagnée dite encadrée. Et pour ce type de conduite accompagnée, la période probatoire est également de 3 ans. Et enfin, vous avez la conduite accompagnée dite AAC ou apprentissage anticipé de la conduite. Et via cette méthode, votre probatoire est réduit à 2 ans. C'est ce que les gens appellent communément conduite accompagnée. Mais c'est faux, c'est un terme un peu galvaudé. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage anticipé de la conduite. Donc, pour répondre à la question, si j'ai eu mon permis en conduite accompagnée dite AAC ou apprentissage anticipé de la conduite, alors ma période probatoire est de 2 ans. La bonne réponse ici est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 12. La vitesse est limitée à 70 km/h. Réponse A, après l'implantation du panneau. Réponse B, avant l'implantation du panneau. Réponse C, après et avant l'implantation du panneau. Alors ça, c'est un truc qu'on a vu plusieurs fois, que ce soit dans l'information ou les vidéos YouTube. Il faut savoir que chaque type de panneau a ses étendues de prescription. Alors n'oubliez pas, une étendue de prescription, en résumé, c'est quoi? C'est où l'ordre commence et où l'ordre se finit. Ici, on est sur un panneau d'interdiction. Donc, concernant les panneaux d'interdiction, en général, la prescription commence à l'implantation du panneau et se finit à la prochaine intersection. Donc, ici, pour en revenir à la question, donc la vitesse est limitée à 70 km/h après l'implantation du panneau. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors vraiment, là on passe très très vite sur certaines notions qui sont très importantes. Sachez que là on a vu l'étendue de prescription seulement pour les panneaux d'interdiction. Ensuite pour les autres types de panneaux, l'étendue de prescription est totalement différente. Donc là, ce que je suis en train de dire, ça vaut que pour les panneaux d'interdiction et encore de manière générale. Donc pour ça, je vous incite à aller dans l'information pour être vraiment plus précis. Question numéro 13. Je roule à 100 km/h. La distance d'arrêt est de réponse A, 100 mètres. Réponse B, 60 mètres. Alors, tu dois savoir une chose. Pour passer l'examen du code de la route, tu dois savoir calculer différents types de distances. Tu as la distance de sécurité, la distance parcourue pendant le temps de réaction, la distance d'arrêt sur sol mouillé et la distance de freinage. Donc, il faut absolument que tu saches les calculer, mais également qu'il y a certaines de ces distances que tu dois savoir estimer. Bon, on en revient à la question. Je roule à 100 km/h, quelle est la distance d'arrêt? Pour calculer la distance d'arrêt, c'est très simple. Tu prends
le nombre des dizaines, ici 10, et tu le multiplies par lui-même. Donc 10 fois 10, 100. La distance d'arrêt à 100 km/h est de 100 mètres. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 14. Question numéro 15. Dans le cas numéro 1, le piéton a la priorité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans le cas numéro 2, le véhicule a la priorité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors là, on peut voir, dans le cas numéro 1, donc un passage piéton. Dans le cas numéro 2, il n'y a pas de passage piéton. En tout cas, dans les deux cas, le piéton regarde devant lui, donc il n'a pas connaissance de la voiture qui vient derrière lui, et il s'apprête à traverser. Alors, la règle est que, peu importe la situation, quand un piéton est sur une voie ou qu'il s'apprête à aller dans une voie, alors il est prioritaire. Le piéton est toujours prioritaire quoi qu'il arrive. Même sur une autoroute, un piéton sur une autoroute sera prioritaire. Donc ici, dans le cas numéro 1, le piéton a la priorité. Oui. Dans le cas numéro 2, le véhicule a la priorité. Non. Les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 15. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 70 km/h, réponse B, 80 km/h. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, on est dans une route à double sens. Donc, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Clairement, là, c'est une question de cours. Donc, si tu t'es trompé à cette question, je t'incite fortement à aller dans la formation. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 16. Je ne m'arrête pas à un contrôle de police. Cela constitue, réponse A, un refus d'obtempérer, réponse B, un délit de fuite. Alors, vous êtes nombreux à me poser cette question par mail. Alors, je vais y répondre. Donc, qu'est-ce qu'un refus d'obtempérer ? Alors, un refus d'obtempérer, c'est lorsque vous refusez de vous soumettre à un contrôle de police, que vous ne vous arrêtez pas à un contrôle de police. Tout simplement. Un délit de fuite, c'est autre chose. Un délit de fuite, c'est lorsque vous faites un accident, vous ne vous arrêtez pas. Voilà. C'est ne pas s'arrêter après avoir effectué un accident. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel
accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17. Dans ce tunnel, je peux rencontrer des piétons. Oui, réponse A, non, réponse B. Ben ici, tu vois, on a un camion de travaux. Donc, il y a de grandes chances pour qu'il y ait des ouvriers ou des professionnels du bâtiment qui sortent de la camionnette pour charger ou décharger. Donc, ici, dans ce tunnel, je pourrais rencontrer des piétons. Donc, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 18. Pour stationner en pente, il est préférable A. D'enclencher la première vitesse, B. De garder les roues droites, C. De tirer fortement le frein à main. Alors, lorsque vous vous stationnez donc en pente, il faudra donc bien sûr enclencher la première vitesse, tourner les roues du côté trottoir et de tirer fortement le frein à main. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 19. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Dans l'ordre, je dois. Réponse A. Protéger, alerter, secourir. Réponse B. Secourir, protéger, alerter. Réponse C. Alerter, secourir, protéger. Alors, qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous êtes témoin d'un accident avec dommages corporels? Alors, c'est très simple, c'est une chose qu'on a vue à plusieurs reprises dans la formation et les vidéos. J'utilise le moyen mnémotechnique du PAS, du pas. P pour protéger, A pour alerter, S pour secourir. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 20. L'acuité visuelle doit être au minimum de 5 dixièmes, réponse A, 7 dixièmes, réponse B, 4 dixièmes, réponse C. Alors ça c'est une question récurrente dans les examens de la nouvelle réforme. C'est vraiment, faut que vous le sachiez hein, par cœur. Donc l'acuité visuelle aux deux yeux doit être au minimum de 5 dixièmes. La bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 21. Je cède le passage au véhicule de droite. Oui, réponse A, non, réponse B.
Alors ici, certes, on a un véhicule qui vient à notre droite. Cependant, regardez bien, il sort d'une voie privée. D'ailleurs, on voit bien les maisons, c'est une voie privée. Donc, lorsqu'un véhicule sort d'une voie privée, il n'a pas la priorité. Il n'y a donc pas de priorité à droite. Ici, en fait, c'est pas une intersection. C'est un véhicule qui sort d'une voie privée. Pas de priorité à droite, donc je ne cède pas le passage. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 22. Le système e-call s'active automatiquement après un choc. Oui, réponse A, non, réponse B. Permet de prévenir un centre d'appel d'urgence. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, le système e-call peut s'enclencher automatiquement après un choc grâce à un détecteur de choc qu'il y a dans votre véhicule. Vous pouvez aussi l'activer manuellement en appuyant dessus. Ce que va faire le système e-call, c'est qu'il va appeler par lui-même donc un centre d'appel d'urgence et il va également vous géolocaliser. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 23. En cas d'éblouissement, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'allume les feux de route. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, en cas d'éblouissement, la première chose à faire, c'est de ralentir. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle des appels de phare. Mais surtout pas rester en plein phare. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 24. Question numéro 27. Pour dépasser ce véhicule, A, je klaxonne. B, je mets les essuie-glaces avant seulement. C, je mets les essuie-glaces avant et arrière. D, je mets mon clignotant. Alors ici, dans ce contexte, on peut voir que la pluie vient réduire notre visibilité. Notamment avec le camion devant nous qui dégage via les roues une sorte de buée. Donc effectivement, pour dépasser le véhicule, il va falloir que je mette mes essuie-glaces avant, mais également mes essuie-glaces arrière. Pour toujours avoir un œil sur ce qui se passe derrière, car effectivement, je vais dépasser. Je mets bien sûr mon clignotant, donc ici mon clignotant gauche, pour avertir les gens à l'arrière, mais également pour avertir le camion de mon intention de dépasser. Ici, klaxonner ne servira à rien. Donc les bonnes réponses sont les réponses C et D. Question numéro 25. Le refus de priorité piéton constitue une infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est sanctionné d'une perte de 6 points. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, refuser la priorité à un piéton constitue donc une infraction. Elle est sanctionnée d'une contravention de classe 4, c'est-à-dire une perte de 6 points et une amende de 135 euros. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 26. Ce dispositif empêche un enfant d'ouvrir la portière depuis l'intérieur du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, c'est ce qu'on appelle le système de sécurité pour enfants. Ça empêche l'enfant d'ouvrir la porte depuis l'intérieur du véhicule pendant que vous conduisez. Alors, comment ça fonctionne ? C'est simple, sur le côté de la portière arrière, vous avez une sorte de petite serrure dans laquelle il va falloir donc insérer la clé du véhicule et tourner à gauche ou à droite pour pouvoir verrouiller la portière depuis l'intérieur. Alors, dans certains véhicules, c'est pas une serrure, ce sera un loquet qu'il faudra pousser à gauche ou à droite. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 27. Question numéro 20. Dans cette situation, je peux circuler A en feu de route, B en feu de croisement, C en feu de position. Alors, ici, on est dans une agglomération éclairée de nuit. Donc, je peux rouler en feu de position et en feu de croisement. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Alors, pour tous ceux qui se sont trompés à cette question, je suis désolé de vous le dire, c'est que vous connaissez pas votre cours. Voilà. C'est que vous n'avez pas vu le cours. Ce genre de questions tombe énormément durant les examens officiels. D'ailleurs, il n'est pas rare d'avoir 3, 4, 5 questions sur l'utilisation des feux. Question numéro 28. Au volant, téléphoner avec un système intégré est interdit ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Dangereux ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, pour ceux qui découvrent le code de la route, la réponse va vous paraître étrange. Effectivement, elle est très étrange. Est-ce qu'il est interdit de téléphoner au volant avec un système intégré au véhicule ? Eh bien non. C'est pas interdit, c'est autorisé. Alors, ne me demandez pas pourquoi, moi aussi je trouve ça très étrange, mais effectivement, ce n'est pas interdit. Par contre, est-ce que c'est dangereux ? Bah oui, c'est même très dangereux, c'est quasiment la même chose que d'avoir un écouteur ou un téléphone à la main. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 29. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée sera de réponse A 70 km/h, réponse B 80 km/h, réponse C 90 km/h, réponse D
100 km/h. Alors, pour répondre à cette question, tu dois déjà connaître deux notions très importantes. Des notions de cours, qui sont les étendues de prescription pour les panneaux d'interdiction et également la vitesse maximale autorisée selon les types de routes. Alors, commençons déjà par les étendues de prescription des panneaux d'interdiction. Comme tu le vois ici, on a un panneau de fin d'interdiction de limitation de vitesse à 70 km/h. Qu'est-ce que ça veut dire ? Regarde bien cette petite animation. Si tu vois ce panneau, ça veut dire que avant, il y avait ce panneau d'interdiction. Donc, entre ces deux panneaux, la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h. Mais qu'est-ce qui se passe après le panneau de fin d'interdiction ? Après le panneau de fin d'interdiction, la vitesse maximale autorisée dépendra de la vitesse réglementaire selon les types de routes. Alors, des types de routes, t'en as plusieurs. T'as les autoroutes, tu as les routes à chaussée séparées, tu as les routes à double sens de circulation avec créneaux de dépassement. Et enfin, tu as les routes à double sens de circulation. Et c'est le cas ici. On est dans une route à double sens de circulation. Et quelle est la vitesse réglementaire maximale sur une route à double sens de circulation ? C'est 80 km/h. Donc, pour répondre à la question, après ce panneau, la vitesse maximale autorisée sera de 80 km/h parce qu'on aura passé le panneau de fin d'interdiction. La bonne réponse est donc la réponse B. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 30. Je ralentis et je dépasse ce camion. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, dans cette situation, bien sûr, on dépasse le camion. Cependant, on va faire attention à bien ralentir parce qu'on ne sait jamais. Devant le camion, il peut y avoir des ouvriers, par exemple. Là, on est à côté d'un chantier, il peut y avoir des ouvriers ou, par exemple, le chauffeur de camion qui veut monter
dans son poids lourd. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 31. Après ma période probatoire, je peux conduire une moto de 125 cm3. Réponse A, oui, après une formation pratique. Réponse B, non, je dois passer mon permis moto. Alors effectivement, après ta période probatoire, tu pourras conduire une moto de 125 cm3 après avoir passé une formation pratique. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 32. J'ai mon permis depuis plus de 3 ans. La vitesse maximale autorisée est de A. 90 km/h, B. 110 km/h, C. 80 km/h, D. 130 km/h. Alors, encore une fois, ici, c'est une question de cours. Donc, pour savoir quelle est la vitesse maximale autorisée, c'est très simple, il faut savoir où on est. Donc, ici, on est dans une route à double sens avec créneau de déplacement. Donc, si on reprend le document que vous trouverez donc, dans l'information, donc on est dans une route à double sens avec créneau de dépassement. Donc, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h pour une personne qui a passé son probatoire. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 33. De gauche à droite, l'ordre des pédales est réponse A, embrayage, frein, accélérateur. Réponse B, accélérateur, embrayage, frein. Quel pied doit appuyer sur le frein? Réponse C, le pied droit. Réponse D, le pied gauche. Alors, de gauche à droite, on a tout d'abord, tout à gauche, l'embrayage. Ensuite, au milieu, on a le frein. Et à droite, on a l'accélérateur. Quel pied doit appuyer sur le frein? C'est le pied droit qui doit appuyer sur le frein. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 34. Sur la route, les piétons représentent A. 20% des tués, B. 5% des tués, C. 30% des tués. Alors ici, c'est encore une question de cours. Donc je vous en réfère au cours. Sur la route, les piétons représentent 20% des tués. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 35. Je circule sur autoroute. La vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, je vous montre donc le tableau récapitulatif des vitesses maximales autorisées selon le type de route.
Ici, on est en conditions atmosphériques, donc normales. Donc la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h ou de 110 km/h si on est en probatoire. Alors, le panneau 90 que vous voyez ici, il s'applique seulement si vous prenez la sortie. Donc la sortie pour Saumur. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 36. Le siège enfant est bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois désactiver l'airbag passager. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ça, c'est une question de cours, hein. Une notion basique. Alors, effectivement, on peut placer un siège enfant sur le siège passager avant, comme ici, à deux conditions. À condition que le siège soit dos à la route et d'avoir désactivé l'airbag passager. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Alors, si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à te former, à aller dans la formation, en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description de la vidéo, et de choisir ta formule. Je vous invite fortement à aller dans la formation. Hein, on vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que t'as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries. Et ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que t'as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé. Mais en tout cas, t'as été mal formé. Parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis, c'est bête de pas vouloir te former. Parce que, par exemple, nous, on a mis en place une plateforme où tu peux te former à partir de 9,90 €. 9,90 € pour être formé correctement. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, tu es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2 000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2 000 €, quoi, un peu moins. C'est 1 800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2 000 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 37. La prochaine aire d'autoroute est équipée d'une station essence, oui réponse A, non réponse B, d'un hôtel, oui réponse C, non réponse D. Alors, comme le montre le panneau, tu auras deux choses dans cette aire d'autoroute. Tout d'abord, une station essence ou poste de distribution de carburant et également un débit de boissons. Par contre, il n'y aura pas d'hôtel parce que le panneau d'indication de service qui t'indique qu'il y a un hôtel, c'est celui-ci. Donc ici, il n'y en a pas, donc il n'y aura pas d'hôtel. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D.
Question numéro 38. Je suis en train de secourir cette victime qui est inconsciente. Je dois, réponse A, vérifier une hémorragie externe. Réponse B, appeler les secours. Réponse C, la mettre en position latérale de sécurité. Réponse D, la déplacer en sécurité sur le trottoir. Alors, dans le cas où on est face à une victime d'un accident de la route qui est inconsciente, quelle est la procédure à mettre en place? Tout d'abord, il va falloir vérifier si elle ne souffre pas d'une hémorragie externe, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de sang qui coule de son corps. Dans ce cas-là, il faudra donc appliquer une pression à l'endroit de l'hémorragie. Ensuite, il faudra mettre cette personne en position latérale de sécurité. Et enfin, il faudra, si possible, la couvrir avec quelque chose de chaud, parce que toutes les victimes d'accidents souffrent d'hypothermie, c'est-à-dire leur corps se refroidit. Surtout, ne jamais déplacer une victime inconsciente. Alors, arrivé à cette étape, je suis sûr que beaucoup de gens vont dire mais attends, t'as pas oublié quelque chose là? Tu t'appelles pas les secours? Bah non, j'appelle pas les secours. Ah bah pourquoi t'appelles pas les secours? Parce que ce serait la première chose à faire quand même. Bah non. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, vous allez passer un examen. Et dans cet examen, il y a un programme. Et dans ce programme, il y a des étapes lorsqu'on est protagoniste ou témoin d'un accident de la route. Ce programme, il dit quoi? Il dit que si vous êtes victime ou témoin d'un accident de la route, il faut respecter ce qu'on appelle le pas. Protéger, alerter, secourir. Et il faut le faire dans l'ordre. D'abord protéger, ensuite alerter, puis secourir. Ici, si tu regardes la question, qu'est-ce qu'on dit? On dit « je suis en train de secourir ». Donc tu es dans la dernière étape de la procédure. C'est-à-dire que alerter, c'était la deuxième étape, ça c'est déjà fait. Donc là on est dans secourir, on n'est pas dans alerter. Voilà. Donc il faut bien connaître son cours parce que sinon, il y a des questions, vous n'allez pas les comprendre. Et même il y a des questions, en fait, vous allez croire que le moniteur a faux, hein, vous allez être persuadé qu'il a faux, alors que tout simplement, disons qu'il vous manque des connaissances. D'où l'importance de se former correctement, sinon on ne comprend même pas ses erreurs. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Alors, juste un petit rappel avant de passer à la question suivante. Ici, on a répondu à une question bien précise qui est celle de secourir une victime inconsciente. Si elle avait été consciente, la réponse aurait été tout autre. Si elle avait été consciente et valide, la réponse aurait été tout autre. Si elle avait été consciente mais invalide, la réponse aurait été tout autre. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, on n'a même pas vu 1/20 du thème des secours prévus au programme. On a juste répondu à la question. Allez, on passe à la question suivante. Question numéro 39. Dans cette zone, les cyclistes peuvent circuler. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez le panneau, et notamment la partie haute. C'est un panneau d'aire piétonne. Donc, c'est une zone où les piétons sont prioritaires et où les cyclistes peuvent circuler s'ils circulent au pas. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A.
Question numéro 40. Je dépasse le cycliste à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici on a un cycliste à notre droite. Alors, vous devez savoir que pour dépasser un cycliste en agglomération, il faut laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre. Regardez bien sur le rétro gauche. Sur le rétro gauche, on a une moto très proche de nous. Le problème qu'on va avoir ici, c'est que si je me dépasse à gauche pour respecter l'intervalle de sécurité avec le vélo, je risque tout bonnement de percuter la moto en interfile. Donc, dans cette situation, je ne dépasse pas le vélo. La bonne réponse, ici, est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.